Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de la Fabrique des Solitaires, le podcast qui explore les coulisses du programme Skipper Massif. Lancé en 2008, le programme vise à sélectionner un jeune coureur qui a fait ses preuves et à lui confier l'un des 2 bateaux aux couleurs de la Massif sur le circuit Figaro-Beneteau, avec un objectif, progresser et viser la performance dans le championnat de France élite course au large. 11 marins, parmi lesquels François Gabard, Charlie Dalin ou Johan Richaume, sont passés par le programme, et ce sont actuellement Erwan Le Draoulec, le Skipper Massif 2020, et Loïs Béréard, le Skipper Massif 2022, qui portent les couleurs du programme. Dans ce podcast, nous allons les suivre tout au long de la saison 2022, depuis la première course du circuit, la Solo Maître Coq, jusqu'à la Solitaire du Figaro, avant la sélection d'un nouveau Skipper Massif en octobre. Bienvenue donc dans la saison 2 de la Fabrique des Solitaires, une série en 6 épisodes produite par Tip & Shaft Studio pour Skipper Massif. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e et dernier épisode de la saison 2 de la Fabrique des Solitaires. Pour ce dernier épisode de la saison, on retrouve le taulier habituel, Loïs Béréard, le Skipper Massif 2022. Salut Loïs. Salut Pierre-Yves, salut Charlotte. Et on accueille, voilà, c'est Loïs qui fait le lancement à la place, et on accueille une invitée exceptionnelle, celle avec qui, Loïs, tu vas composer le binôme Massif l'année prochaine, Charlotte Yvain, qui a été choisie à l'issue de la semaine de sélection comme Skipper Massif 2023. Salut Charlotte. Salut Pierre-Yves, salut Loïs. Alors une femme Skipper Massif, c'est une grande première et on va revenir dessus. Mais d'abord, forcément, on va faire un petit peu connaissance avec Charlotte, qui n'est pas inconnue de nos services. Charlotte, il va falloir que tu t'habitues à ça. Il va falloir que tu te présentes un petit peu et que tu nous racontes un petit peu comment t'es arrivé à devenir la future Skipper Massif. On va commencer par une petite bio pour commencer. Donc c'est Charlotte Yvain, ça veut dire que c'est un nom qui vient de la côte nord de la Bretagne, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Je suis d'origine de Morlaix, donc j'ai commencé la voile dans la baie de Morlaix toute petite en famille. Ouais. Ce qui est je sais pas si c'est une prédestination, mais en général les figaristes qui viennent de la baie de Morlaix, ils ont plutôt un niveau assez élevé. Ben on a eu des bons modèles, ouais. C'est sûr que on a des bons modèles à suivre. Donc il s'appelle toujours Jérémy Bayou, il s'appelle Nico Troussel, voilà, il y en a quelques-uns qui sont passés par là avant toi. Alors toi ton profil c'est plutôt au départ la voile olympique ? Ouais, carrément. Moi j'ai commencé par l'optimiste dans le club de Térénès dans la baie de Morlaix et ensuite j'ai voulu continuer un peu en solitaire. J'ai fait une année de laser, mais je me suis vite rendu compte que j'allais être limitée par mon gabarit. Et du coup, je suis passée en 420. Là, j'ai intégré le pôle espoir de Brest en sport-études. Et j'ai poursuivi, donc 420, c'est la série jeune en dériveur double. Et après, j'ai poursuivi en 470, qui est la série olympique pendant 4 ans. Et voilà. Et t'étais en sport-études et t'étais au pôle France de Brest, hein ? Ouais, c'est ça, au pôle France de Brest, ouais. Et alors, comment t'as bifurqué entre guillemets vers la course au large et le Figaro? À un moment il y a un choix qui s'est proposé à moi. En fait le 470 qui était à l'époque féminin ou masculin, il est passé mixte pour la prochaine campagne olympique. Et du coup je me suis posé la question de soit poursuivre en 470 et remonter un équipage en mixte, ou soit d'aller voir complètement autre chose. Et la course au large ça me faisait rêver depuis longtemps. C'était un peu le moment ou jamais d'essayer quelque chose et voilà, je me suis lancée un peu dans l'inconnu à ce moment-là. Alors l'inconnu, ça a pris la forme d'une première sélection en fait, puisque tu es rentré dans ce qu'on appelle le Team Vendée Formation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Ouais, il y a eu une bonne année de transition d'abord où j'ai essayé de naviguer un petit peu, me faire embarquer, découvrir un peu ce que c'était de naviguer un peu plus loin des côtes et tout ça, voilà, en régate, un peu en double en mini, en convoyage, en Figaro. Et puis je me suis présentée à toutes les sélections possibles pour pouvoir intégrer le circuit Figaro. Et j'ai été sélectionnée par le Team Vendée Formation, effectivement, en 2020 pour la saison 2021. Et le Team Vendée Formation, c'est une association qui est basée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, et dont l'objet, c'est vraiment de former à tous les métiers de la course au large, quoi. Skipper, mais aussi préparateur, organisateur de courses, communicant. Voilà, c'est vraiment. Tu peux venir avec ton profil quel qu'il soit et apprendre un métier autour de la course au large. Et donc,
Comment s'est passée cette première saison sous les couleurs de Vendée Formation? Et du coup, moi, j'ai été sélectionnée pour prendre le projet en tant que skipper. Et j'ai appris beaucoup de choses. C'était l'année des premières fois, quoi. J'ai découvert la course au large vraiment, et sous tous les aspects, l'aspect navigation, les premières nuits toute seule en mer et tout ça, et puis aussi sous les aspects gestion de projet, monter un budget, échanger avec les partenaires, gérer la logistique, la communication, le travail en équipe avec un préparateur. Enfin, je découvrais tout ça et c'était vraiment super intéressant. Et à côté de ça, tu as fait des études d'ingénieur, hein? T'es ingénieur de l'INSA, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et donc cette première année au Team Vendée, j'étais dans ma dernière année d'études d'ingénieur, donc je faisais un petit peu les allers-retours entre l'école et la Vendée, ouais. D'accord. Donc il y a une première solitaire du Figaro en 2021. Une première solitaire du Figaro, ouais. C'était comment ce baptême du feu? Un baptême du feu, ouais, comme tu dis. Non, c'était super. Pour moi, c'était un peu déjà un rêve de pouvoir accéder à cette course-là, donc c'était extraordinaire. C'était super intense, des belles étapes, des belles choses. J'ai presque failli finir 5e d'une étape et j'ai aussi découvert ce que ça faisait de s'échouer sur un rocher. Donc je suis vraiment passée par toutes les émotions et toutes les phases qu'on peut rencontrer dans une course comme ça, quoi. Et je crois que le rocher en question, c'était un rocher de ta baie, non? Voilà, devant la maison. Devant la maison. Une bonne opération. J'aurais pas pu faire mieux si j'avais voulu, je pense, oui. Et pour finir, pour boucler un petit peu ce parcours, il y a eu une deuxième solitaire du Figaro cet été, où là tu finis. Alors la première tu finis 32e, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ouais, parce que du coup, avec les choix, je perds un petit peu de temps. Ouais. Et une deuxième solitaire du Figaro cet été, où tu finis 24e. La petite différence, juste du point de vue du projet, c'est que t'as cherché des sponsors et t'en as trouvé. Ça fait partie de l'apprentissage aussi. Exactement. À la fin de la première saison, le Team Vendée m'a renouvelé sa confiance, donc on est parti pour une deuxième saison. Mais en fait, comme leur objectif, c'est vraiment de te former jusqu'à l'autonomie, la deuxième saison, ils me mettaient à disposition le bateau et puis à moi de trouver le budget de fonctionnement. Et donc à ce moment-là, j'ai trouvé des partenaires qui m'ont permis de financer la saison et de passer une super saison. Donc 2 saisons pleines d'apprentissage. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as appris l'existence de la sélection skipper massif et surtout le fait qu'elle soit réservée cette année et pour la saison prochaine aux femmes? Je pense que je l'ai appris un peu comme tout le monde au moment où ils ont fait l'annonce, qu'ils ont publié l'annonce que la sélection allait être féminine cette année. Je me suis dit c'est une super opportunité, quoi. C'était naturellement pour toi. Alors, il faut savoir que d'habitude, la sélection massif, elle a des conditions qui sont relativement strictes sur le passé sur la solitaire, etc. Mais là, c'était un peu plus ouvert que ça. On n'était pas obligé d'avoir notamment participé à une solitaire du Figaro. Loïs, petite question. Ça a été quoi ta réaction à toi quand tu as su, quand chez Massif, on t'a dit, écoute, le prochain skipper Massif sera une femme. Et donc, il y a une jeune femme qui va arriver dans l'équipe. Comment t'as réagi? Tu peux nous dire maintenant. J'étais pas très très étonné parce que déjà ça faisait un petit moment qu'on en entendait parler, nous, en interne. Je savais très bien que moi déjà lors de ma sélection l'année dernière, il y avait eu un gros coup de cœur du jury et notamment de la Massif pour le profil d'un candidat qui en fait était une candidate. Moi, j'avais un profil un peu plus compatible, en tout cas à ce moment-là, avec la sélection. Mais le profil de la candidate en question était bien intéressant et donc du coup, ça a fait son chemin en interne à la Massif et puis ils ont décidé de laisser l'opportunité, on va dire, aux femmes de plus pouvoir s'exprimer sur cette sélection-là. Tu sentais la pression monter sur le sujet. Est-ce que le fait que la prochaine transat, qu'on appelle désormais transat Paprec, soit mixte et obligatoirement mixte, ça a probablement changé un petit peu la donne? Probablement, ça les a confortés dans leur envie et conviction, je pense. Parce que du coup, ça confortait leur volonté et leur choix. Et donc, ouais, ça a probablement joué un peu. Je sais pas exactement si ça a vraiment joué, mais j'imagine que oui. De ton point de vue de coureur qui va probablement faire, j'imagine, la transat en question, dans ces cas-là, on commence à regarder qui sont les filles qui marchent, qui sont sur le marché, qui marchent fort, avec qui tu te sentirais partir. Est-ce qu'on commence à se mettre dans cette logique-là? Je t'avouerais que j'y suis allé step by step. C'est-à-dire qu'il y avait une saison à faire cette année que j'avais envie de déjà prendre comme une saison à part entière sans forcément réfléchir à un programme sur 2 ans ou 3 ans ou à plus long terme. Je me suis pas trop fait des nœuds dans le cerveau avec ça, mais il y a moyen de en faire un peu parce que des navigatrices au large disponibles en plus sur ces dates-là
vont se faire rares. Donc voilà. C'est le prochain sujet. C'est le prochain sujet. Ouais, tout à fait. Et est-ce que, alors dernière question gênante. Loïs, après c'est fini, je te promets. Est-ce que tu avais repéré Charlotte sur le circuit? Alors vous voyez pas, à ceux qui nous écoutent, vous voyez pas. Moi j'ai la caméra et on voit Charlotte sourire. Oui, c'est clair. En fait, c'est relativement simple dans le sens où il n'y a pas beaucoup de femmes sur le circuit. Donc déjà, ça réduit un peu je sais plus quel terme t'as employé, le repérage. Le casting. Le casting, ouais, voilà. Du coup, évidemment, j'avais bien vu comment Charlotte naviguait, comment elle m'avait doublé à plein de moments dans la saison. Je savais très bien qu'elle avait des grandes compétences, en tout cas capacités, et sûrement, sûrement plein de choses, plein de qualités. Et donc, oui, forcément, comme on a couru cette année l'un contre l'autre en tant que concurrent, j'ai une petite idée de la régatière que c'est. Alors, on va redonner la parole à Charlotte. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es préparé une fois que tu as su que la sélection existait? Donc l'enjeu est assez important, hein. Il y a quand même un bateau avec 2 saisons à la clé et puis une assez grosse équipe quand même. Alors cette sélection, Charlotte, elle se prépare, on s'entraîne spécifiquement, on révise. Explique-nous, c'est quoi la préparation au concours? Déjà la sélection, elle est arrivée assez vite finalement parce que entre la fin de la solitaire, l'annonce des sélectionnés et puis le début de la sélection, il y a eu 2 semaines ou 3 semaines, donc c'était super rapide et j'avais déjà très envie de bien me reposer de la solitaire pour arriver en forme sur cette semaine qui s'annonçait quand même assez intense. Donc voilà, après j'ai essayé de prendre un peu de l'info sur comment ça se déroulait, qu'est-ce qu'il fallait préparer, c'est sur quoi il fallait faire attention et tout ça. Et voilà, j'ai essayé vraiment d'arriver en forme et puis de cerner ce qu'on allait attendre de moi, quoi. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail. Il y a certaines filles qui s'entraînent le week-end précédent. Toi, t'as révisé un peu ta gamme ou le fait que t'aies fait la solitaire et que tu maîtrises le support t'a permis d'arriver un petit peu détendu du point de vue technique? Ouais, moi j'avoue que j'ai pas du tout renavigué sur le Figaro entre la solitaire et la sélection. J'avais eu un peu ma dose et puis voilà, c'était court, c'était un peu de logistique et tout. Donc non, après j'aurais peut-être que ça m'aurait remis un petit peu plus techniquement dans le match, mais non, j'ai pas du tout renavigué en Figaro. Le week-end d'avant, j'étais avec mes sponsors de cette année pour clôturer un peu la saison sur une petite régate d'entreprise. Donc voilà, j'ai navigué sur autre chose. Alors, est-ce que tu peux raconter aux gens qui nous écoutent comment se passe concrètement la sélection? Alors, c'est une sélection un peu particulière parce que ce ne sont pas les résultats sur l'eau qui comptent. Ils vont bien sûr compter, mais il n'y a pas du tout que ça qui compte. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de la semaine pour expliquer comment aujourd'hui Massif sélectionne son futur skipper Massif? C'est une semaine qui est assez dense et assez intense. On navigue un petit peu quand même. On fait des petits parcours techniques, des parcours bananes et puis un parcours côtier. On a des tests physiques. Tout ça c'est regroupé en début de semaine. Du coup, ça nous fatigue physiquement au début de la semaine. Et puis la fin de la semaine, elle est plus consacrée à des entretiens, des tests de personnalité, des entretiens de personnalité. Et puis ça se termine le vendredi par un grand oral devant un jury de 8 ou 9 personnes. Je sais plus combien ils étaient, mais voilà, avec des personnes de la Massif, des personnes du pôle Finistère. Le directeur technique national de la Fédération française de voile. Aussi, ouais. Et puis là, faut expliquer, raconter un peu qui on est aussi, présenter son projet, et puis pourquoi il faut qu'il nous sélectionne particulièrement, quoi. Et comment ça s'est passé cette semaine? T'as eu des hauts, t'as eu des bas. Alors il faut rappeler, hein, vous étiez 6 filles. Alors moi j'ai assisté à la première, au lancement de la journée et à la dernière journée. Et ce qui était assez étonnant, c'est que vous étiez très très copines entre vous, quoi. Il y avait pas on sentait pas, on imagine qu'il y avait de la concurrence, mais ça avait l'air assez détendu entre vous. Ouais, c'était sympa, il y avait une bonne ambiance. Je pense qu'on se connaissait toutes à peu près. On s'était déjà croisés sur les pontons, on avait déjà régaté ensemble ou contre les autres. Donc ouais, on se connaissait déjà. Après, c'est sûr que la voile déjà c'est un petit milieu, mais les filles dans la voile c'est encore plus petit milieu, donc ouais. On se connaît toutes un peu déjà. C'est un club assez fermé. Il y en a pas, vous êtes pas très nombreuses, quoi. Hein. Ouais, pour l'instant en tout cas, mais ouais. Pour l'instant.
Ouais, donc ouais, l'ambiance était plutôt bonne. Après, ça reste une sélection, donc on est toutes venues pour la même chose et on s'est battu pour. Hein. Et il y a un moment dans la semaine où tu t'es dit, je le sens bien, t'as douté. Raconte-nous les hauts et les bas du lundi au vendredi et à la décision finale. Bah moi je me sentais assez prête dans le sens où c'est moi qui avais le plus d'expérience sur le Figaro 3. Donc je capitalisais un petit peu là-dessus. Je savais exactement pourquoi j'étais venue, je savais ce que ça pouvait apporter à mon projet, que c'était pour moi l'opportunité parfaite pour poursuivre dans mon projet, professionnaliser mon projet et pouvoir vraiment progresser. Je m'étais bien préparée, j'étais en forme physiquement, enfin je me sentais bien quoi avant d'attaquer la semaine déjà. Donc après pendant la semaine j'ai essayé de faire le max que je pouvais et avoir rien à regretter à la fin quoi. C'était ça un peu mon idée pendant la semaine, c'était de faire le max. Comme ça, à la fin de la semaine, si j'étais pas sélectionnée, au pire, j'avais tout donné et j'avais rien à regretter, quoi. Et le vendredi, il y a cette épreuve assez spécifique qui est le grand oral, hein, comme à l'ENA, qui est vraiment un dispositif très spécifique à skipper massif. Donc tout ça se passe à Port-la-Forêt, au sein des locaux du pôle France, du pôle Finistère course au large. Quand tu sors de la salle où il y a ce fameux jury, tu sens que c'est bon ou pas? En tout cas, je sentais bien que s'il y avait un truc à se jouer, ça allait peut-être se jouer là, quoi. Parce que le reste de la semaine, c'était assez serré. Au final, sur l'eau, c'était assez serré. Il y avait plusieurs filles, je pense, qui avaient largement leur place dans la sélection. Donc peut-être que l'oral allait faire la différence, quoi. Mais ouais, je me suis sentie assez bien. J'ai réussi à, je pense, exprimer ce que j'avais envie d'exprimer. En tout cas, j'étais assez contente de moi. Je sais pas comment ça s'est ressenti dans le jury, mais moi je me suis sentie bien quoi. Donc en sortant de la salle, je me suis dit bon voilà, je regretterai rien de cette semaine. J'ai fait ce que j'avais à faire et puis maintenant les dés sont jetés quoi. Alors on va demander à un membre du jury, en l'occurrence Loïs, qui a été là d'un bout à l'autre. Alors Loïs, d'abord, ce qu'il faut expliquer, c'est que t'es chargé de la logistique. Hein. C'est toi qui amène les bateaux, qui trouve les bateaux, parce qu'il fallait beaucoup de bateaux pour toutes ces jeunes femmes. Donc t'es là dès le premier jour et ensuite tu es membre du jury, c'est statutaire, le skipper massif en place et dans le jury. Alors sans que tu nous racontes tout, évidemment, je pense que tu as plein de clauses de confidentialité, mais est-ce que tu peux d'abord c'était une première expérience pour toi de passer de l'autre côté de la barrière, comment tu l'as vécu et puis ensuite est-ce que ça a été serré ou pas? C'était une première expérience, oui et non. Parce que en fait, oui, enfin, je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. C'était la première fois que en fait, ce qui est super troublant et super difficile, c'est dans ce format-là, c'est ce grand oral en fait. C'est ce grand oral et se retrouver directement face aux candidates enfin voilà, toutes les présentations sont super bien bossées et tout le monde fait un truc canon. Alors évidemment, après bien sûr, il y a des profils et des présentations qui collent mieux à ce que la Massif recherche. Donc forcément, à la fin, il y en a qu'une seule qui sera retenue, mais du coup, tout le monde fait quand même un super boulot et du coup, c'est un peu un métier à la con de devoir choisir comme ça là. Franchement, le pôle, ils en ont une par an, c'est dur parce que tu dois dire non à des gens qui ont tout donné et qui ont fait un super truc, mais voilà, il y a meilleur qu'eux, mais c'est particulier, c'est pas évident, je trouve. Ceci dit, j'avais déjà fait en fait, moi j'étais au team Bretagne CMB avant, donc j'avais participé à la sélection, mais que j'avais pas gagné d'ailleurs. Et mais bref, je me suis quand même retrouvé skipper pour des raisons par la suite. Mais en fait, dans les sélections espoirs, tu choisis 6 personnes qui viennent, qui s'expriment, machin, qui font des navigations et tout, et après t'en retiens 3. Donc déjà, t'es pas obligé d'en choisir qu'un, t'en choisis 3, et après c'est eux qui se débrouillent sur l'eau, que le meilleur gagne, c'est comptable, c'est les points. Donc c'est un petit peu différent quand même. C'est entre guillemets un petit peu plus facile dans le sens où voilà, il y a pas une décision. C'est le résultat sur l'eau qui compte. Ouais, faut quand même en choisir 3, mais ça va, tu vois, j'avais choisi Tom Laperche, c'était pas si mal. Donc tu vois, Charlotte normalement
À chaque fois, en général, quand je choisis, c'est bon. Et alors, tu m'as, oui, dans ce que tu veux souligner, c'est que la dernière fois que dans un jury, t'as choisi quelqu'un, il a gagné la Solitaire du Figaro, c'est ça que tu veux dire? Ah, voilà, c'est pas pour mettre la pression. Mais par contre, dans la finale où t'as choisi Tom Laperche, tu m'as pas choisi moi, parce que j'étais dans le casting aussi. C'est vrai. Allez, petit règlement de compte. Là, je viens de me prendre un tirage en live. Non, mais c'est vrai que non, mais tu vois, tout ça pour dire que c'est super dur en fait, parce que c'est comme je viens de dire, t'as plein de bons profils et c'est super serré, et donc ouais, c'est super ingrat comme exercice. Franchement, je trouvais ça super dur. Et là, effectivement, alors moi j'étais au pôle Finistère Course au large quand il y a eu la délibération, et ça a été ça a été relativement rapide. Donc alors, est-ce que c'était serré, sans trop nous en dévoiler, est-ce qu'il y a vraiment eu débat? Je crois que c'était relativement rapide. Je crois qu'ils avaient pas mis ils avaient jamais mis autant de temps, je crois. Donc moi j'ai pas fait les sélections d'avant de l'autre côté de la barrière évidemment, mais je crois que enfin moi j'ai trouvé quand même que, mais comme je dis en fait il y a quasiment que des bons profils. À partir du moment où tu les retiens sur dossier, tu les fais venir au pôle, c'est que tu penses que chacun d'eux peut faire quelque chose de bien. Donc non, c'est pas évident. Et j'ai une question basique, t'es content que ce soit Charlotte? Très content, très content, très content pour plein de raisons, et je pense que ça va être un beau, ouais, ça va être bien. Charlotte, est-ce que c'est impressionnant d'arriver dans le sein des saints, hein? C'est le pôle France, c'est un pôle France, c'est le pôle Finistère Course au large, c'est la plus grosse équipe, c'est une très grosse équipe, le ski permassif. Il y a 2 bateaux, il y a des moyens, il y a de l'ambition. Est-ce que c'est un peu impressionnant? Est-ce que t'as la pression? Bah pour l'instant, j'ai pas trop l'impression. Enfin, j'ai pas trop la pression encore, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quand tu vois tout ce que ça représente, et puis tout ce sur quoi ça aboutit aussi dans le passé, quoi. Des victoires sur la solitaire, des super projets derrière. Donc ouais, je sens que je passe un petit peu dans un autre monde, quoi. Est-ce que vous avez une idée vous connaissez un petit peu, est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez pouvoir vous apporter l'un à l'autre? Parce que on l'a expliqué à plusieurs reprises dans ce podcast, hein, c'est que il y a une forme de compétition. Vous collaborez à terme, mais vous êtes concurrents sur l'eau. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez pouvoir vous apporter l'un à l'autre? On n'a pas encore eu le temps de faire un briefing d'équipage. Tu vois, t'es trop rapide dans ton podcast. Tu nous prends de court. Mais c'est comme ça, et c'est comme ça les journalistes. C'est tout le temps comme ça. Non, mais on n'a pas fait un point exactement très protocolaire. Mais c'est pas urgent. Et puis déjà, je peux prendre les devants en disant que je pense que on a beaucoup de choses à s'échanger, parce que déjà on a des façons de naviguer un petit peu différentes, mine de rien, je pense. Et tu vois quand même. ouais, bah parce que j'ai quand même un peu réfléchi au truc. et donc déjà là-dessus, ça va être hyper intéressant. Alors on sait pas encore c'est un peu, pour être très honnête, on n'est pas encore calé avec la Massif pour savoir si on n'en a pas encore discuté, tout simplement pour plein de raisons, mais savoir si on va être ensemble aussi sur le même bateau pour traverser l'Atlantique et faire les courses en double, ça c'est des choses qui on sait pas encore trop, parce qu'on n'a pas été briefé là-dessus. Donc voilà, mais je pense que que ce soit chacun sur son bateau ou sur le même bateau, c'est sûr que moi j'ai quand même un bon bagage technique sur le Figaro 3 que je vais essayer de retranscrire au mieux. Je suis pas le meilleur pédagogue, mais je vais quand même essayer de faire ça correctement. Et puis après, pour discuter stratégie, analyse météo, ouais, je pense qu'on a une vision qui est pas forcément exactement la même, et que ça va être riche de partager là-dessus aussi. Charlotte, toi, qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter, qu'est-ce que tu vas prendre chez Loïs? Bah moi j'ai pour l'instant clairement beaucoup moins d'expérience rien que en course au large de manière générale, quoi. Donc je pense que je vais apprendre beaucoup de choses là-dessus avec Loïs. Après il y a peut-être des trucs dans ma façon de naviguer que je vais pouvoir garder
et échanger aussi quoi sur peut-être de l'analyse météo, peut-être des manières de faire des choix ou des trucs comme ça. Je sais pas trop, on en discutera. Je vous prends un peu à froid, c'est tout frais. Après, après, ça, c'est très concret. Puis, t'as plein d'autres choses. T'as la vision de gérer un projet. Il y a aussi esprit d'analyse de comment tu arrives à traiter, à analyser tes naves, tes données, tout ça. Là aussi, enfin, c'est pareil. Chacun a ses méthodes et ses réactions différentes et ses sensations. Et dans tous les cas, c'est hyper enrichissant de travailler avec. C'est la grande force du programme, si tu veux. C'est hyper enrichissant d'avoir quelqu'un avec qui tu peux vraiment échanger un peu plus en détail et de manière approfondie. Ça, c'est dans tous les cas, c'est hyper bien. Le fonctionnement en binôme est vraiment une vraie spécificité de l'équipe. Il y a assez peu d'autres équipes qui fonctionnent avec à 2 bateaux, avec 2 marins, quoi. Je pense que naturellement, en tout cas en général dans les bateaux qui performent, il doit y avoir des exceptions évidemment, mais il y a souvent des binômes qui se forment comme ça, et que ce soit d'une même équipe. Donc là, c'est sûr que Bretagne CMB, Massif, parce que c'est des bateaux des mêmes équipes et qu'il y en a 2. Mais même en dehors de ça, il y a eu des binômes par le passé qui se sont formés. Il y en a des très connus, genre Alexis Loison et Anthony Marchand. J'ai pas 150 exemples là comme ça, mais je pense que en fait on a un groupe au pôle de travail avec de la confrontation, un échange avec une dizaine de bateaux, je crois, et après souvent tu retrouves des petits binômes dans le groupe pour aller pour plein de choses, parce qu'aussi c'est bien de souvent on mutualise aussi tu vois, les préparateurs, la logistique, les intervenants sur la météo et tout ça aussi, pour des questions de budget aussi, quoi, parce que ça fait partie de la gestion de projet. Si tu veux être performant, c'est bien des fois de mutualiser pour faire plus de trucs, ou en tout cas voilà. Et donc dans l'échange, je pense que c'est en dehors de Skipper Massif qui a 2 bateaux, moi c'est une approche qui me semble performante et intéressante. Ça va être nouveau ça pour toi, Charlotte, parce que t'avais un binôme sur les saisons précédentes. Il y avait quelqu'un avec qui un autre concurrent ou une autre concurrente avec qui tu travailles comme ça, ou non, enfin en tout cas pas aussi de manière aussi approfondie, quoi. Mais je pense que c'est vraiment un bon format, c'est clair. Ça permet de gagner du temps, d'aller plus vite sur plein de sujets. Nous on s'entraînait en petits groupes, donc peut-être que ça s'apparente un petit peu à ça, mais dans un petit groupe, c'est déjà un groupe, quoi. Et c'est toujours plus simple d'échanger à 2 que à 4 ou 5, ouais. Alors c'est quoi votre prochaine date? C'est quand est-ce que le duo entre en piste officiellement? Officiellement, tu me prends un peu de court, mais j'imagine qu'il va y avoir, je sais pas, peut-être je sais pas si Charlotte sera d'astreinte, mais il y aura sûrement une remise des prix du championnat de France, ou je ne sais pas trop quoi, au salon nautique, avec la petite chemise Massif, machin, sur le stand de la Massif, qui est quand même partenaire du salon, j'imagine. Mais ça, c'est pas la partie qui nous intéresse vraiment le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le programme de course, et en l'occurrence, officiellement, je pense que c'est la première course du championnat de France à Maître Coq au Sable d'Olonne en mars. J'imagine que c'est là que tu auras tes premières vraies interviews et photos qui t'intéressent. Et Charlotte, quand est-ce que tu récupères les clés du bateau d'Erwan Adraolek? Il y a une cérémonie, une passation des pouvoirs, comme dans les ministères? J'ai déjà eu un petit aperçu, puisqu'on a participé au National Figaro ensemble ce week-end. Donc voilà, j'ai rencontré toute l'équipe et on a passé un super moment sur l'eau sur le National. Donc c'était chouette. Bravo d'ailleurs, je t'ai pas eu depuis, mais ils ont quand même gagné le Tour de Groix. Et on a gagné le Tour de Groix, ouais. Ouais, c'était sympa, on a eu des conditions parfaites, c'était chouette. Pour une première quand même, direct, bam. En fait, c'est toi qui as la pression, Loïs. Ouais. Bon, écoutez, merci beaucoup. On va vous souhaiter un bon duo. Voilà, je pense que c'est aussi simple que ça. Une belle saison à venir. Et puis voilà, c'était le dernier épisode de cette deuxième saison de la Fabrique des Solitaires. Peut-être qu'il y aura une troisième saison. Je ne sais pas. On vous dira ça très rapidement.
Bon hivernage à vous deux. Et puis les entraînements vont reprendre quand même sans trop tarder pour la forêt, je pense. Donc préparez-vous bien. Et puis à bientôt. Ouais, merci Pierre-Yves. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique des Solitaires dans les coulisses du programme Skipper Massif. Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme, toutes les infos sont disponibles sur les réseaux Skipper Massif, sur Twitter, Facebook, Instagram et la chaîne YouTube Massif.